Dans l'univers flamboyant du cinéma d'action des années 80 et 90, peu de rivalités ont captivé l'imagination du public avec autant d'intensité que celle opposant Jean-Claude Van Damme à Steven Seagal. Ces deux titans dominaient les écrans avec leur style d'arts martiaux distinctif et leurs personnages de dur à cuire, mais en coulisses, une tension explosive mijotait, nourrie par des égos démesurés, des déclarations provocantes et un affrontement presque physique lors d'une fête hollywoodienne devenue légendaire. Comme Clint Eastwood n'a pas besoin d'être un tireur d'élite pour en avoir l'air à l'écran, je ne reproche pas à Steven Seagal son image soigneusement façonnée. Cependant, alors que Seagal se présentait comme un maître énigmatique d'aïkido, prétendant des liens avec des opérations secrètes, Van Damme restait ancré dans une réalité tangible, fort de son passé de kickboxeur compétitif et de son expérience dans les tournois. Avec le temps, les récits de Seagal ont pris des allures de mythe, tandis que Van Damme laissait ses performances parler pour lui. Mais lorsqu'il était poussé à bout, Van Damme ne se retenait pas. Dans une interview, il s'est penché en avant et a déclaré posément « Il est temps de dire la vérité ». Voici l'histoire de cette vérité, une saga épique de rivalité, de quête d'authenticité et de confrontation dans un monde où l'image peut parfois éclipser la réalité. Avant que leur rivalité ne fasse les gros titres, Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal surfaient sur la vague explosive du cinéma d'action des années 80, une époque dorée où les héros musclés, les combats chorégraphiés et les explosions dominaient les écrans. Leur émergence coïncide avec un engouement culturel pour les arts martiaux, initié par des figures comme Bruce Lee et amplifié par l'introduction des disciplines orientales en Occident à travers les films, les écoles de karaté et l'influence des vétérans militaires ayant découvert ces pratiques à l'étranger. Mais si Van Damme et Seagal partageaient le même spotlight, leur parcours, leurs approches de la célébrité et leur philosophie martiale étaient radicalement différents, posant les bases d'un conflit inévitable. Steven Seagal fait irruption sur la scène en 1988 avec Nico, Above the Law, un film qui le positionne non seulement comme une star d'action, mais aussi comme un authentique artiste martial et un prétendu initié des forces de l'ordre. Son arme de prédilection est l'aïkido, un art martial japonais qui met l'accent sur la redirection de l'énergie de l'adversaire à travers des clés articulaires, des projections et des mouvements fluides. Seagal cultive une image de mystère. Vêtu de noir, le regard perçant, il dégage une aura de danger discret, presque menaçant. Des rumeurs circulent sur son passé, il aurait été le premier occidental à diriger un dojo d'aïkido au Japon, une prouesse rare, et aurait des connexions avec la CIA, suggérant un passé d'opérations secrètes. Que ces histoires soient véridiques ou non, elles captivent le public et les producteurs. Seagal ne joue pas seulement un rôle, il incarne un mythe vivant, un homme dont le charisme sombre et l'assurance tranquille séduisent les spectateurs en quête d'un héros énigmatique. Ses films, comme Piège en haute mer, Under Siege, et Justice sauvage, Out for Justice, renforcent cette image, mêlant son style martial minimaliste à des scénarios où il incarne des justiciers impassibles. Jean-Claude Van Damme, en revanche, adopte une approche radicalement différente. Né en 1960 à Berchem-Saint-Agathe, en Belgique, il commence le karaté Shotokan à l'âge de 10 ans sous la tutelle de Claude Gueds, développant une base solide avant de se tourner vers le kickboxing et le karaté à contact total. Adolescent, il s'entraîne avec acharnement, remportant des titres dans des compétitions européennes, notamment dans des tournois de karaté semi-contact et à contact total. Son palmarès, bien que modeste par rapport aux champions olympiques, est réel et documenté, témoignant de son engagement dans des combats compétitifs. En parallèle, Van Damme étudie le ballet classique, une discipline qui renforce sa souplesse et sa grâce, éléments qui deviendront sa signature à l'écran. En 1988, Bloodsport le propulse au rang de superstar mondial, révélant non seulement ses compétences athlétiques, ses grands écarts iconiques et ses coups de pied retournés, mais aussi un charisme éclatant qui séduit les foules. Des films comme Kickboxer, 1989, Cyborg, 1989, et Lionheart, 1990, consolident sa place parmi les géants du cinéma d'action. Contrairement à Seagal, dont les mouvements sont lents, puissants et délibérés, Van Damme est un showman, combinant vitesse, agilité et explosivité dans des chorégraphies spectaculaires qui captivent le public. Rapidement, Hollywood et les médias commencent à opposer les deux hommes, les présentant comme des pôles opposés dans l'arène du cinéma d'action. Seagal, avec son style minimaliste et son aura mystérieuse, contraste avec Van Damme, flamboyant, accessible et énergique. Cette dichotomie alimente les comparaisons, mais aussi les tensions. En coulisses, Seagal ne cache pas son mépris pour Van Damme,
moquant son style flashy et son passé de danseur. Dans des conversations privées et parfois publiques, il le surnomme « ce danseur de ballet », une pique visant à discréditer ses compétences martiales en soulignant ses origines dans la danse classique. Van Damme, au début, évite de répondre directement, préférant se concentrer sur sa carrière et ses performances. Mais les attaques répétées de Seagal, souvent relayées par des rumeurs dans l'industrie, commencent à s'accumuler, transformant une compétition potentiellement amicale en une animosité personnelle. Ce qui aurait pu rester une rivalité professionnelle devient un conflit marqué par l'ego et le manque de respect, surtout de la part de Seagal. Les rivalités à Hollywood ne sont pas nouvelles, mais celle entre Van Damme et Seagal se distingue par son intensité et son caractère personnel. Ce n'est pas une querelle fabriquée par les studios pour attirer l'attention des médias. C'est un affrontement enraciné dans l'ego, le mépris et l'habitude persistante de Seagal de rabaisser ses pairs pour se valoriser. À la fin des années 80 et au début des années 90, les deux hommes sont au sommet de leur gloire, incarnant les arts martiaux dans le cinéma occidental. Ils dominent un genre où les héros doivent non seulement impressionner à l'écran, mais aussi incarner une certaine légitimité martiale. Pourtant, au lieu d'un respect mutuel entre deux figures majeures, Seagal fait clairement savoir qu'il ne considère pas Van Damme comme un égal, ni même comme un vrai combattant. Dans des interviews et des conversations privées, Seagal critique ouvertement les références martiales de Van Damme, insinuant que ses coups de pied spectaculaires et son passé de danseur ne sont que du spectacle, dénué de substance. Une phrase attribuée à Seagal devient tristement célèbre: « Van Damme ne saurait pas se battre pour sortir d'un sac en papier ». Cette remarque, relayée par les médias et les cercles hollywoodiens, résonne pendant des années, devenant un symbole de l'arrogance de Seagal. Pour les fans, ces attaques sont déroutantes. Van Damme a un passé de compétiteur vérifiable. Il a combattu dans des tournois en Europe, affrontant des adversaires réels dans des disciplines exigeantes comme le kickboxing et le karaté à contact total. Ses victoires, bien que dans des circuits régionaux plutôt qu'internationaux, sont documentées, et son entraînement rigoureux est évident dans ses performances physiques à l'écran. Seagal, en revanche, n'a aucun historique de compétition vérifiable. Son expertise repose sur l'aïkido, un art martial japonais qui privilégie les mouvements fluides, les clés articulaires et les projections, souvent exécutés avec des partenaires coopératifs. L'aïkido, bien que respecté pour sa philosophie et son esthétique, est fréquemment critiqué pour son manque de praticité en combat réel, car il ne met pas l'accent sur l'affrontement direct ou la résistance sous pression. Pourtant, Seagal affiche une confiance absolue, proclamant sa maîtrise et attendant que le monde accepte ses revendications sans poser de questions. Ses attaques ne se limitent pas à Van Damme. Il s'en prend à d'autres figures majeures, comme Chuck Norris, champion du monde de karaté, dont il remet en question les compétences, ou les élèves de Bruce Lee, qu'il qualifie d'acteurs plutôt que de combattants. Ces déclarations suscitent des controverses, notamment avec Gene Lebel, un judoka respecté et cascadeur hollywoodien, qui, selon la légende, aurait étouffé Seagal sur un plateau après que ce dernier a prétendu être intouchable. Van Damme, lui, adopte une approche différente. Il évite les controverses publiques et les attaques personnelles, préférant se concentrer sur ses films et son entraînement. Mais il écoute attentivement, et les provocations répétées de Seagal commencent à peser. Les murmures dans les coulisses s'intensifient. Seagal ne se contente pas de critiquer Van Damme en privé. Il affirme publiquement pouvoir le battre dans un vrai combat, qualifiant son style de « tout en apparence et sans substance ». Ces provocations, relayées par des insiders de l'industrie, deviennent une source croissante de frustration pour Van Damme. Dans une interview, il commence à répliquer subtilement, déclarant avec un sourire narquois « C'est drôle, je ne me souviens pas l'avoir vu dans un tournoi ». Ses réponses sont mesurées, mais elles envoient un message clair. Il n'a pas peur de Seagal et est prêt à défendre sa réputation si nécessaire. Les fans et les médias commencent à spéculer sur un affrontement hypothétique, se demandant qui l'emporterait dans un combat réel. La majorité penche pour Van Damme, non seulement pour son expérience compétitive, mais aussi pour sa discipline et son authenticité. Le point culminant de cette rivalité survient lors d'une soirée légendaire dans les années 90, organisée dans la somptueuse demeure de Sylvester Stallone à Miami. Cette fête, réunissant des stars d'action, des célébrités hollywoodiennes et une atmosphère saturée de testostérone, devient le théâtre d'un affrontement tant attendu entre Van Damme et Seagal. Selon plusieurs témoins, dont Stallone lui-même, Seagal suit son schéma habituel. Il fait le tour de la soirée, vantant ses prouesses martiales,
racontant des histoires sur son passé mystérieux, et comme à son habitude, dénigrant ses rivaux. Une fois de plus, il s'en prend à Van Damme, affirmant qu'il pourrait facilement le battre dans un combat. Mais cette fois, Van Damme est présent et entend les propos de Seagal de ses propres oreilles. Lassé des années de moqueries et de provocations, Van Damme décide que le moment est venu de confronter son rival. Ce n'est pas une scène de film, pas de doublure, pas de ralenti, pas de réalisateur pour crier « coupé ». Juste deux hommes dans la même pièce, sans échappatoire. Selon le récit de Stallone, relaté dans des interviews ultérieures, Van Damme s'approche calmement de Seagal et lui lance « J'ai entendu ce que tu as dit. Sortons ». Le défi est direct, sans agressivité excessive, mais empreint d'une détermination froide. La salle se fige, les conversations s'arrêtent, et tous les regards se tournent vers les deux hommes. Seagal, qui s'est toujours présenté comme un expert martial redoutable, ne bouge pas. Au lieu d'accepter le défi, il esquive avec un sourire narquois et tente de tourner la situation en dérision, comme s'il s'agissait d'une blague. Mais Van Damme ne lâche pas. Il insiste, plus fermement, « Tu parles beaucoup. Montre-moi ce que tu sais faire. » Les témoins décrivent un moment de tension palpable, digne d'un western où deux pistoleros se font face avant un duel. Tout le monde attend le choc des titans, mais Seagal recule. Non seulement il refuse de sortir, mais il quitte la fête précipitamment, évitant tout affrontement. Van Damme, poussé par l'adrénaline et des années de frustration face aux provocations répétées, le suit et réitère son défi plus tard dans la soirée. Seagal décline à nouveau, préférant s'éclipser. Stallone, dans des interviews ultérieures, qualifiera cet épisode comme l'un des moments les plus surréalistes qu'il ait jamais vécu. Van Damme en avait assez des paroles de Seagal, alors il l'a défié, a-t-il raconté. Seagal n'a rien voulu savoir. Il a fui. Cet incident marque un tournant décisif dans la rivalité. En un instant, l'image de dur à cuire que Seagal avait soigneusement cultivée pendant des années s'effrite. Il a été défié publiquement, sans caméra ni script pour le protéger, et il a choisi de fuir, non pas une, mais deux fois. Pour Van Damme, cet épisode est une forme de victoire morale. Il n'a pas eu besoin de frapper pour prouver son point. Il a montré qu'il était prêt à défendre sa réputation, tandis que Seagal, malgré ses années de vantardise, a révélé une réticence à être testé. L'histoire de la fête de Stallone se répand rapidement dans les cercles hollywoodiens, devenant une anecdote légendaire qui alimente les discussions parmi les fans et les insiders de l'industrie. Dans les années qui suivent l'incident chez Stallone, Jean-Claude Van Damme ne fait pas de la destruction publique de Seagal sa mission, mais il n'en a pas besoin. Ses réponses dans les interviews parlent d'elles-mêmes, avec une retenue stratégique qui contraste avec l'arrogance de son rival. Lorsqu'on évoque Seagal, Van Damme adopte un ton calme, presque amusé, soulignant l'importance du respect dans les arts martiaux et la nécessité de prouver ses compétences par des actions, pas par des paroles. Il critique subtilement ceux qui exagèrent leurs capacités, parlant des « combattants » qui construisent leur légende sur des récits invérifiables plutôt que sur des faits concrets. Sans jamais nommer Seagal directement, ses propos sont limpides. Dans une interview mémorable, il déclare « Les vrais combattants n'ont pas besoin de crier leur supériorité. Ils le montrent sur le ring ou dans leur travail. » Cette phrase, prononcée avec un sourire narquois, est un coup direct à Seagal, dont les déclarations grandioses contrastent avec son absence de preuves tangibles. Van Damme laisse les autres parler. Les cascadeurs, les costards et les artistes martiaux commencent à remettre en question les références de Seagal. Ces histoires de ses prétendus entraînements avec la CIA à ses exploits au Japon, en passant par des affirmations selon lesquelles il aurait tué en légitime défense, deviennent de plus en plus douteuses, faute de documents ou de témoignages crédibles. À mesure que ces récits s'accumulent, ils prennent une teinte presque caricaturale, transformant Seagal en une figure controversée, voire risible, dans certains cercles. Pendant ce temps, Van Damme continue de construire sa carrière avec des films à succès comme Universal Soldier, 1992, Time Cop, 1994, et Hard Target, 1993, prouvant sa valeur à l'écran et en dehors. Sa transparence sur ses propres luttes personnelles, y compris ses combats contre l'addiction et les défis de la célébrité, renforce son authenticité. Contrairement à Seagal, qui semble s'enfermer dans une image de plus en plus artificielle, Van Damme n'hésite pas à se moquer de lui-même dans des interviews ultérieures, affichant une humanité qui contraste avec l'arrogance de son rival.
Au cœur de cette rivalité se trouve une question fondamentale qui résonne dans les dojos, les gymnases et les plateaux d'Hollywood. Qui est un véritable artiste martial, et qui joue simplement un rôle? Les références de Jean-Claude Van Damme sont solides et vérifiables. Dès son enfance, il s'entraîne au karaté Shotokan, obtenant une ceinture noire à l'adolescence. Il se tourne ensuite vers le kickboxing et le karaté à contact total, discipline exigeante qui requiert non seulement de la technique, mais aussi de l'endurance, de la résilience et une expérience réelle en compétition. Ses combats en Europe, bien que dans des circuits régionaux plutôt qu'internationaux, sont documentés, avec des victoires confirmées dans des tournois semi-contact et à contact total. Avant de devenir une star, Van Damme a sué dans les rings, affrontant des adversaires réels et développant un ensemble de compétences qui se traduisent naturellement à l'écran. Ses performances dans Bloodsport et Kickboxer ne sont pas de simples chorégraphies. Elles reflètent des années de discipline, d'entraînement rigoureux et une compréhension profonde des arts martiaux compétitifs. Le passé martial de Steven Seagal, en revanche, est bien plus nébuleux. Il est largement reconnu qu'il a étudié l'aïkido, un art martial japonais axé sur la redirection de l'énergie de l'adversaire à travers des clés articulaires, des projections et des mouvements fluides. Seagal affirme avoir été le premier occidental à diriger un dojo d'aïkido au Japon, une revendication qui fait partie intégrante de son image de marque. Cependant, les détails de cette expérience restent flous, et de nombreux experts en arts martiaux, notamment ceux familiers des systèmes japonais, commencent à remettre en question la véracité de ces affirmations. Il ne fait aucun doute que Seagal a pratiqué l'aïkido, mais l'étendue de sa maîtrise et la réalité de ses exploits au Japon demeurent difficiles à confirmer. De plus, l'aïkido lui-même est souvent critiqué pour son manque de praticité en combat réel. Contrairement au karaté, au kickboxing ou au jiu-jitsu brésilien, l'aïkido est un art non compétitif, conçu pour fonctionner avec des partenaires coopératifs qui suivent les mouvements de l'exécutant. Cette absence de confrontation directe sous pression alimente les doutes sur son efficacité dans des scénarios réels, contrairement aux disciplines de Van Damme, qui exigent de tester ses compétences face à des adversaires résistants. Seagal s'appuie fortement sur des récits d'exploits pour renforcer sa crédibilité. Il prétend avoir entraîné des agents de la CIA, combattu des criminels dans des situations réelles et même tué en légitime défense à l'étranger. Cependant, au fil des années, aucune preuve tangible de ces événements ne voit le jour, et ces histoires deviennent de plus en plus extravagantes, allant de connexions avec des gouvernements étrangers à des revendications de statut spirituel. Ces affirmations, sans corroboration, commencent à éroder sa crédibilité, transformant son image en celle d'un homme plus attaché à la narration qu'à la démonstration. Pendant ce temps, Van Damme continue de prouver ses compétences à travers des démonstrations publiques, des performances physiques exigeantes et une transparence sur son parcours. Ces films mettent en avant une physicalité authentique, fruit de décennies d'entraînement, tandis que les prestations de Seagal, bien que spectaculaires dans un contexte cinématographique, semblent de plus en plus chorégraphiées et éloignées de la réalité martiale. Au fil du temps, la rivalité entre Jean-Claude Van Damme et Steven Seagal transcende le simple conflit d'ego pour devenir un symbole puissant, celui de l'authenticité face à l'illusion. Van Damme, malgré des hauts et des bas personnels, notamment ses luttes contre l'addiction et les pressions de la célébrité, reste une figure respectée dans les mondes du cinéma et des arts martiaux. Ses compétences martiales sont prouvées, ses performances à l'écran sont dynamiques, et son humilité dans ces dernières années, où il n'hésite pas à se moquer de lui-même, renforce son humanité et son accessibilité. Il évolue avec le temps, s'adaptant aux changements de l'industrie tout en restant fidèle à ses racines de combattant. Ses apparitions dans des films comme JCVD, 2008, où il joue une version semi-autobiographique de lui-même, témoignent de sa capacité à se réinventer et à se connecter avec le public sur un plan plus profond. Seagal, en revanche, voit sa réputation s'éroder progressivement. À mesure que ses récits deviennent plus extravagants, allant de prétendues connexions avec des gouvernements étrangers à des affirmations de statut de « guerrier spirituel », les critiques s'intensifient. Les cascadeurs, les costards et les artistes martiaux qui ont travaillé avec lui commencent à remettre en question ses références, partageant des anecdotes sur son comportement sur les plateaux et son manque de démonstration concrète de ses compétences. L'incident chez Stallone, où il a refusé de relever le défi de Van Damme, devient un symbole de son incapacité à soutenir ses paroles par des actes. Pour beaucoup, Seagal passe d'une figure énigmatique à une caricature, un homme dont la légende repose davantage sur l'image que sur la substance. Van Damme n'a pas eu besoin de frapper pour l'emporter dans cette rivalité.
Sa confiance calme, son passé authentique et sa volonté d'être testé par le plus fort que n'importe quelle vantardise. Il incarne une vérité essentielle des arts martiaux. La véritable force n'a pas besoin de s'annoncer bruyamment. Elle se manifeste dans la discipline, les résultats et le courage de faire face à un défi. La rivalité entre Van Damme et Seagal met en lumière une question intemporelle: que valorisez-vous chez vos héros? La compétence réelle et l'humilité, ou l'image et la bravade? Peut-on respecter quelqu'un dont la légende repose sur des fondations fragiles? Partagez vos pensées ci-dessous et plongez avec nous dans cette saga fascinante qui continue de résonner dans l'histoire du cinéma d'action.